Classiquement, il se produit une dissonance cognitive quand les actes d'une personne ne correspondent pas à ses paroles, et plus généralement, quand la réalité vécue par un sujet contredit la représentation qu'il se fait de cette réalité. On pourrait croire qu'une dissonance cognitive amène automatiquement une prise de conscience et une remise en question, mais la réalité est bien plus complexe, comme nous allons le voir. Il est plus facile de soulever 1000 hommes en s'adressant à leurs préjugés que d'en convaincre un seul à l'aide de la logique, disait Robert Heinlein. Alors le phénomène qui se déroule dans le psychisme des personnes qui prennent conscience qu'il y a un écart entre ce qu'elles penseraient et ce qu'elles constatent, ça a été théorisé dans le cadre de la psychologie sociale, c'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Dans la théorie de Festinger, on considère que le sujet recherche une cohérence entre ce qu'il croit et ce qu'il vit. Cependant, l'observation d'un certain nombre d'expériences montre que cette recherche est guidée par des processus largement inconscients qui en pratique rendent très difficiles les changements de représentation. Festinger identifie 4 mécanismes psychiques principaux qui entrent en jeu lorsque des individus sont face à des contradictions, en s'appuyant à chaque fois sur des exemples de situations réellement constatées ou sur des expériences sociologiques. Alors, on va voir ces 4 mécanismes. Le premier s'appelle la persistance des croyances réfutées. En 1956, Festinger et plusieurs de ses collègues infiltrèrent un groupe d'ufologistes pour en étudier la dynamique de l'intérieur. Les membres de ce groupe croyaient en une prédiction annonçant une grande catastrophe. Leur meneur avait promis que les adeptes seraient sauvés de la mort par des extraterrestres. Ils devaient tous se rassembler, les adeptes, en un lieu donné, à une date donnée, pour être évacués de notre planète par un vaisseau spatial. Ce jour-là, non seulement l'OVNI ne vint pas, mais la catastrophe n'eut pas lieu non plus. Incroyable, hein? La réalité des faits contredisait totalement les croyances prônées par le meneur du groupe. Festinger et ses collègues pensaient qu'un tel événement amènerait l'effondrement de la croyance des adeptes. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passa. La forte dissonance cognitive dans laquelle ils se trouvaient fut réduite dans les jours suivants quand le meneur, constatant que quelques catastrophes naturelles s'étaient tout de même produites ailleurs dans le monde, suggéra que leur propre région avait été épargnée à cause de la lumière apportée par leur petit groupe. Je cite. Dans les mois qui suivirent, un regain de prosélytisme de la part de quelques adeptes conduisit, contre toute attente, à une augmentation du nombre des membres du groupe. Ce que je viens de vous décrire provient du livre « L'échec d'une prophétie », qui a donc été publié par Festinger et ses collègues en 1957. Ce qu'il raconte n'est pas un cas isolé. Face à une dissonance, l'inconscient humain cherche les compromis les plus confortables possibles pour préserver son système de croyances et restaurer un semblant de cohérence. Le sujet va pour cela faire preuve d'imagination, construire une explication apparemment rationnelle de la dissonance constatée afin de rétablir la cohérence interne de sa représentation. Il le fera d'autant plus volontiers si cette représentation est partagée par un groupe auquel il tient à appartenir. Les membres vont se soutenir les uns les autres pour défendre bec et ongle la conception du monde dont leur psyché a besoin pour garder sa stabilité et préserver le groupe au sein duquel cette stabilité s'exprime. Second mécanisme, la soumission induite. Festinger et ses collaborateurs proposèrent à un groupe d'étudiants une expérience en 2 parties. Ils devaient d'abord, pendant 1 heure, se livrer à une activité ennuyeuse et sans intérêt. Dans un second temps, on leur demandait contre rémunération de présenter d'une façon positive à d'autres étudiants l'activité qu'ils venaient de mener. Alors devoir dire du bien d'une chose dont on pense du mal est une situation de dissonance cognitive, par essence inconfortable. Eh bien, les expérimentateurs découvrirent que les sujets étaient capables de trouver des arguments en faveur de l'activité ennuyeuse qu'ils s'étaient astreints à effectuer, et qu'ils faisaient ça d'autant plus efficacement que la récompense était importante. Ce type d'expérience a été refaite depuis, avec d'autres types de récompenses, ou d'autres types de valorisation des personnes impliquées. Mais à chaque fois, on a montré qu'un sujet peut résoudre une dissonance cognitive initiale entre une conviction personnelle et un comportement problématique par l'élaboration d'une justification de son comportement qu'on a induit à exprimer. Le sujet va rationaliser son comportement, c'est-à-dire qu'il va construire a posteriori un raisonnement pour le justifier.
Un des résultats de cette rationalisation est l'intégration du comportement par le sujet qui va par lui-même modifier la représentation qu'il en avait initialement pour le rendre acceptable. Ce qui est remarquable dans cette expérience, c'est qu'elle démontre la possibilité d'amener un sujet à construire par sa cognition l'acceptation d'un comportement qu'il devrait considérer comme incohérent. Une société entière peut être amenée à des comportements nocifs par soumission induite. C'est typiquement ce qu'accomplit une publicité ou un processus de propagande. Bon, heureusement, un processus analogue peut aussi conduire au développement de comportements positifs. Alors, il y a un troisième mécanisme qui s'appelle le rejet du jouet interdit. Lors d'une autre expérience, deux chercheurs, Aronston et Carl Smith, mirent des enfants en présence d'un jouet, parmi d'autres jouets, un jouet très attractif, mais auquel il leur était interdit de toucher. Une partie des enfants était avertie qu'en cas de transgression, il y aurait une punition légère, et une autre partie des enfants était menacée d'une punition très sévère. Dans cette première phase, aucun enfant ne toucha le jouet. Puis, dans un second temps, tous les enfants furent autorisés à toucher le jouet initialement interdit. Et là, il apparut que les enfants que l'on avait menacés d'une punition plus sévère étaient plus nombreux à utiliser le jouet que ceux qu'on avait menacés d'une punition légère. L'interprétation proposée, c'est que ces enfants, menacés d'une punition légère, avaient donc élaboré une justification interne au respect de l'interdit, tandis que les autres en étaient restés à une justification externe. Ils s'étaient construits des raisons de ne pas toucher aux jouets, en fait. Tandis que les autres enfants, ils n'avaient rien construit du tout, ils étaient juste dans la peur de la punition. Cette expérience met à jour la possibilité, et puis une méthode, pour conditionner des individus, en induisant chez eux un ajustement comportemental par l'exposition à une dissonance cognitive bien choisie. Ces mécanismes sont empiriquement connus depuis longtemps. Au XVIIIe siècle, pour lutter contre les famines, Parmentier, en France, essayait de convaincre la population de l'intérêt de cultiver la pomme de terre, très récemment ramenée du Pérou. Mais les gens étaient très méfiants et refusaient d'essayer. Alors pour les faire changer d'avis, il eut l'idée de faire planter à l'orée de Paris des champs de pommes de terre et de les faire surveiller par des gardes pendant la journée. Personne ne s'approche. Les Parisiens se dirent alors que ces champs devaient contenir des plantes sacrément précieuses pour que ce soit surveillé comme ça. Et puis comme les gardes cessaient la surveillance pendant la nuit, les gens du voisinage profitèrent de la nuit pour aller dérober les tubercules, que l'interdit avait donc auréolé d'une valeur nouvelle. Nous pouvons aujourd'hui interpréter ce qui s'est passé donc par la théorie de la dissonance cognitive. Initialement, la pomme de terre étant inconnue, elle suscitait la méfiance. En faisant surveiller les champs, Parmentier créa chez les témoins une dissonance cognitive majeure. Garder un champ contenant des plantes sans intérêt, c'est incohérent. La façon la plus simple de réduire la dissonance, ça amène à reconsidérer l'intérêt de la plante cultivée dans le champ. Et l'aboutissement, on le connaît, ça a été la généralisation de la culture de la pomme de terre en France. Un quatrième mécanisme, ça s'appelle la justification de la décision difficile. Alors l'expérience dont il est question date de 1956. Elle concerne 225 étudiantes, à qui on a demandé dans un premier temps d'évaluer une série d'appareils domestiques. Alors, elles devaient les essayer pendant un certain temps, et puis à la fin, chacune pouvait choisir un des deux appareils ayant la meilleure évaluation, et puis le garder en remerciement de sa participation. Et il y a un troisième temps dans l'expérience, on leur demande de refaire l'évaluation des appareils. Et ce qui est intéressant, c'est que cette seconde évaluation fait apparaître des scores plus élevés pour l'objet choisi, et plus bas pour le numéro 2, qui a été refusé, que par rapport à la première évaluation. En réalité, choisir entre des appareils ayant tous les deux des qualités appréciables revient forcément à rejeter un appareil qui a des qualités, ce qui instaure une dissonance cognitive. Pour la réduire, la psyché reconstruit inconsciemment la représentation des deux options, magnifiant les avantages de l'appareil choisi et minorant ceux de l'appareil qui n'a pas été choisi. Le point commun à tous ces mécanismes est la capacité de l'esprit humain à rationaliser, c'est-à-dire à s'expliquer à lui-même ses décisions ou ses actions après coup, et non pas sur le moment. Les relations sociales se révèlent ainsi comme des constructions essentiellement émotionnelles, même lorsqu'elles concernent des rapports professionnels. Qu'il s'agisse de partage, d'échange, de rapports hiérarchiques impliquant domination et soumission, la rationalité qui leur donne sens
paraît être une construction mentale secondaire. La nécessité vitale où se trouve placé le sujet en dissonance cognitive, d'apaiser son trouble intérieur de la façon la plus conservative possible par rapport à son psychisme, eh bien ça va le conduire naturellement à se reconditionner lui-même, soit pour préserver au maximum sa représentation, soit pour n'en remettre en cause que le strict minimum afin de vivre le moins de conflits possible. Alors le phénomène de dissonance cognitive prend une toute autre ampleur lorsqu'il concerne des groupes ou des populations. La nature même des relations humaines au sein d'un groupe pousse à une certaine harmonisation, un accord minimal rendant le modus vivendi possible. Rien n'est plus inconfortable que d'être seul dans un groupe à défendre un point de vue hétérodoxe. Ainsi, nos milieux familiaux et professionnels nous façonnent malgré nous. Car défendre des positions contraires à celles qui y sont généralement admises est conflictuel, c'est-à-dire que ça génère de la dissonance cognitive. Et effectivement, aller contre les idées reçues de la société dont on fait partie produit systématiquement des dissonances, que la pression sociale pousse à nier. Il en résulte des attitudes conformistes par lesquelles les individus préservent leurs relations sociales plutôt que de tenter de convaincre autrui qu'un autre point de vue est possible. Quant aux personnes qui présentent des comportements perçus comme dissonants, elles sont traitées, selon l'époque et le peuple considéré, de façon très variable, mais généralement assez mal. Jésus a été crucifié, Socrate a été condamné à boire la ciguë, il y a un certain Giordano Bruno qui prétendait que les étoiles étaient des soleils, lui on l'a brûlé vif, et puis Jean Jaurès qui voulait la paix alors que tout le monde voulait la guerre, lui on l'a assassiné, et puis son meurtrier a été acquitté. Si vous regardez les massacres de la Saint-Barthélemy, c'est exactement le même type de processus, mais à bien plus grande échelle. On va se débarrasser de la minorité parce qu'elle est dissonante. Alors plus près de nous, dans un registre moins sanglant, nous avons l'évolution des mœurs. En France, jusqu'à 1981, l'homosexualité était considérée selon la loi française comme une maladie mentale, qui pouvait conduire les personnes concernées à l'internement en hôpital psychiatrique. Et si vous regardez dans la Bible, et si vous regardez ce qui se passe au Vatican, l'Église catholique en 2020 continue de considérer l'homosexualité comme un péché abominable, condamné explicitement dans la Bible. Ah oui, la Bible a dit quand même ça. Oui, c'est violent. C'est dans la Bible. Et fort heureusement, personne en France ne demande l'application de la sanction prévue par la Bible. L'écrasante majorité de la population des pays modernes a dépassé ce qu'elle considère maintenant comme un préjugé associé à un système de croyances archaïque. Cette évolution a cependant pris, il faut le rappeler, des dizaines d'années, et ne concerne pas tous les pays du monde. Certains pays continuent de sanctionner l'homosexualité par la peine de mort, ce qui témoigne de la persistance de systèmes de croyances extrêmement différents sur Terre. Alors quand des positions dissonantes sont tenues par des peuples distincts, chacun enchâssé dans son système de croyances, elles rendent forcément difficile et parfois impossible la communication. Et c'est ça qui va mener à des incompréhensions, des malentendus, des conflits, des ruptures et puis parfois des guerres. À notre niveau individuel, nous avons avant tout besoin d'apprendre à gérer pour nous-mêmes les dissonances cognitives que nous vivons. Et à partir de là, on peut être en mesure d'expliquer à notre entourage comment gérer ce genre de situation. Plusieurs chemins s'offrent à vous. Ce que nous savons de nos processus mentaux peut-il nous aider à améliorer les processus d'apprentissage? Ce sera par là. Il est très rare qu'une simple explication, aussi argumentée soit-elle, provoque un changement de comportement. Comment ça se fait-il? Ça sera expliqué par là. Pour maintenir le dialogue avec des personnes avec lesquelles nous sommes en désaccord, nous avons besoin de rester ouverts à ce qu'ils ont à dire, même si cela nous semble dissonant. Comment faire? Ce sera par là. Merci d'avoir suivi cet épisode un petit peu complexe. Si vous voulez aller plus loin, vous trouverez en description des liens vers d'autres sites et d'autres vidéos qui parlent de dissonance cognitive. Merci de votre attention, je vous dis à très bientôt pour la suite.